Alors, est-ce que quelqu'un dans l'assistance a reconnu? C'est facile parce que j'ai envoyé le slide d'après dans le cadre de la mise en place technique. Est-ce que quelqu'un a reconnu le morceau, le musicien? Personne? S'il y a des gens qui aiment le jazz, qui écoutent du jazz dans la salle? Oui, un peu. Donc c'est Jaco Pastorius. Le morceau s'appelle Chicken, c'est un classique. Monsieur Pastorius, c'était un des plus grands bassistes de jazz. Il a donné ses lettres de noblesse à son instrument et il a influencé une grande partie des bassistes, tous styles confondus, d'aujourd'hui. Alors pourquoi je vous le mets? Parce que pour moi, tout est dedans. Je vous l'ai écrit. On entend quand les musiciens jouent, bon, c'est tous des champions, hein, c'est tous de très très grands jazzman. On entend un travail d'équipe qui est d'une totale maîtrise. Des gens techniquement qui sont extrêmement pointus aussi. Et au-delà de ça, du plaisir, une certaine folie, une certaine liberté quand ils jouent. On sent que ça part dans tous les sens. Il faudrait que vous le réécoutiez. C'est vraiment, ça part dans tous les sens. Et c'est l'ensemble que je trouve assez impressionnant. Et je trouve que demain, quand vous arriverez au boulot, si vous avez des équipes à manager, c'est ça que vous devez essayer d'avoir. Une équipe parfaitement réglée, des gens très pointus techniquement, et un plaisir, une joie, une certaine liberté dans son activité qui crée de l'innovation et qui crée du travail efficace. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Guillaume Letrou, je travaille pour une société de services, une ESN comme on dit aujourd'hui, qui s'appelle Infotel, 2500 personnes. Ça fait plus d'une vingtaine d'années, c'est plus gros, plus d'une vingtaine d'années que je travaille sur des projets informatiques en général. J'ai découvert l'agilité en 2010 et le jazz à l'âge de 15 ans. Mon oncle m'avait offert une cassette de Miles Davis et une de Charlie Parker. Et je suis un petit peu musicien amateur, saxophone et batterie. Je vais vous poser le contexte. Drôle d'idée de parler de jazz et de management. Mais pourquoi, me direz-vous? Donc, très rapidement, je ne reviens pas sur ça, tout le monde est d'accord. Les entreprises, le monde se subérise, tout le monde en a peur, toutes les entreprises en ont peur. Donc, elles essayent de se digitaliser. Donc, elles passent aux méthodes agiles. Je vais très vite sur ça. Je pense que j'ai déjà un public qui est au fait de ça. Et donc, elles se doivent de se transformer, de s'adapter, d'innover, de repenser leur organisation, de repenser leur mode de fabrication même, quel que soit le produit et le livrable fabriqué. Et donc construire des organisations agiles. Dans ce cadre-là, les managers d'aujourd'hui ont un peu de mal à se positionner. Alors, ok, on fait des équipes agiles, on fait des équipes autonomes, etc. Mais du coup, moi, le manager, qu'est-ce que je deviens? Donc, énormément d'entreprises, grosses sociétés. Donc c'était des petites sociétés, ça ne se posait pas de problème. C'est en train de passer à l'échelle dans beaucoup de grosses entreprises. Et tous les managers se disent, mais qu'est-ce que je deviens, moi, dans cette organisation? Quelle est ma position? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Donc c'est à ça que je vais essayer de répondre, en faisant un parallèle avec la musique, parce qu'en en fait, il y a des choses qu'on comprend très facilement, qui sont naturelles dans le monde de la musique, et qu'il est intéressant de mettre en parallèle avec ce que l'on fait au travail, au quotidien, quand on est manager. Et pourquoi le jazz? Je vais vous expliquer un petit peu. Mais globalement, à mon sens, j'espère que vous me rejoindrez à la fin de la conférence, c'est un anti-pattern naturel aux anciennes pratiques de management, voilà, qu'on appelle command and control. Et je sais qu'il y a pas mal de conférences sur le sujet aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le jazz, très rapidement, pourquoi je parle du jazz et pas d'un autre mouvement musical. Parce que le jazz, j'ai pas la petite zapette, mais bon, on a perdu la zapette dans la panique. Parce que le jazz, ça n'est ni ça, 100% normatif. Là, il y a une règle pour tout. On voit qui c'est le chef, hein, il est debout. Et les gens travaillent des années leur partition pour être parfait. Ni cela, c'est-à-dire n'importe quoi. Aucune règle.
Le jazz, c'est un framework léger. Je vous ai mis une petite partition là. Ah, monsieur, il change les slides pour moi. Merci. Je vous ai mis une petite partition, un classique de Sonny Rollins. Vous voyez que ça tient en 4 lignes. Voilà. Et après, on peut jouer 10 minutes là-dessus. Les jazzmen jouent 10 minutes là-dessus, c'est un gros classique. C'est un cadre léger, c'est-à-dire il y a un langage commun, c'est le solfège, mais c'est un outil, hein, le solfège. Il y a un thème, c'est la petite musique sur la partition. Quelques accords qui vont servir à faire les improvisations, une structure souvent simple, on a en AA, BA par exemple, et des improvisations. Et l'improvisation est un peu le propre du jazz. Ce n'est pas le seul mouvement à faire des improvisations, hein, c'est pas le seul mouvement, mais c'est le plus connu, et celui qui l'a le plus standardisé, on va dire. C'est vraiment dans la culture du jazz. Et pour tous ceux qui en ont fait, si vous êtes musicien, la difficulté le premier jour et même du dernier jour, je pense que tous les jours c'est difficile d'improviser. On doit faire quelque chose en temps réel, quelque chose de bien, qui nous plaît et qui plaît au public. C'est extrêmement compliqué. Voilà. Donc si je vous dis... donc un dernier point sur le jazz, c'est qu'il y a des classiques que les jazzmen travaillent. Ils sont groupés, par exemple, je vous ai mis un exemple du Real Book, il y en a plusieurs. Et évidemment, on valorise plutôt le changement de style en jazz. Vous avez tous entendu un morceau de jazz de Brassens, par exemple, une reprise de Brassens, c'est classique, et on change le style. Voilà, on valorise le changement de style. Donc si je vous dis un framework léger avec quelques règles, avec des standards qu'on essaye d'appliquer, donc moi je fais le parallèle entre l'improvisation et l'innovation dans une entreprise. Eh bien, on arrive à des méthodes comme Scrum, au Kanban, à ce qu'on essaye de mettre en place dans une entreprise. Donc on est déjà très proche, en fait. Donc venons-en au parallèle entre les deux. Je vais présenter en 5 parties, avec quelques points clés pour chaque partie. Alors je ne peux pas être exhaustif. Les points de convergence sont plus nombreux pour chaque thème, mais j'en ai sélectionné un certain nombre qui sont les plus parlants. Et je sais que si j'en mets trop, ce ne sera pas forcément retenu. Donc j'essaie de retenir quelques points clés, mais je vais vous demander un exercice mental. Essayez vous êtes un manager, et plutôt que d'être un manager au quotidien dans des équipes d'informatique ou autres, vous allez essayer de vous mettre à la place d'un leader de groupe de jazz. Voilà. Et on va essayer ensemble de construire une équipe et faire de l'improvisation. Et en faisant ça, en fait, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est la même chose au bureau et que la plupart des points se rapprochent. J'essaye la zapette, ça marche. Alors concernant l'équipe, il va falloir la constituer. Alors, je vous ai mis une petite musique pour démarrer. J'en profite pour essayer de vous faire découvrir un petit peu de jazz. Qui connaissent dans la salle. Groupe anglais très connu qui s'appelle les Go Go Penguins. C'est des gamins de 20 ans, 25 ans. Ils viennent de Manchester, comme beaucoup de groupes que l'on connaît, Oasis, notamment en rock. Ils viennent aussi de Manchester, mais eux font du jazz. Et avec 3 instruments, une basse, un piano et une batterie, ils arrivent à faire des choses innovantes. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Après, ça illustre bien le fait que les nouvelles générations qu'on a dans nos entreprises aujourd'hui ont un mindset différent, attendent d'autres choses. Ils cherchent à rapprocher l'entreprise avec leur vie privée, ils cherchent à être autonomes, à être indépendants. Ils ont une velléité un peu différente. Des conférences Manuel Duès, par exemple, j'aime beaucoup, moi. Je trouve très belles ces conférences sur le sujet. Je ne vais pas m'étendre plus. Des gens qui en parlent très bien. Si on refait le parallèle avec la musique,
Ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, ces nouvelles générations ont des attentes sur leur manager. Alors ça, c'était quelque chose, en tout cas personnellement, un petit peu nouveau pour moi. C'est que ils attendent autant du manager que nous, on attend de l'autre. Et en fait, le parallèle avec la musique est très juste, c'est-à-dire que vous comprenez bien que le batteur, qui est magnifique, vous avez entendu un petit peu ce qu'il est capable de faire, en fait, tout le monde attend quelque chose de haut niveau dans un groupe de musique, évidemment. Et les attentes sont fortes, qu'on soit leader ou pas. Et de la même façon dans une équipe, à mon sens, aujourd'hui, les jeunes attendent des choses de leur manager. Il faut être capable d'écouter, de comprendre leurs attentes, leurs motivations, mais au-delà, il faut leur apporter quelque chose. Et c'est un vrai changement de posture, à mon sens. J'ai un fils, par exemple, qui est en école d'ingénieur aussi. Et je me dis bien souvent que si j'avais à le manager, ce ne serait pas facile. Parce qu'il est très exigeant avec son père. En fait, ça s'est retourné à moi de ma génération. Mon père, il parlait. Je disais oui. Hein. Je n'avais pas trop le choix, en fait. Maintenant, il contredit à table, il n'est jamais d'accord. C'est assez étonnant. Et les ingénieurs dans les équipes sont pareil. J'ai un plateau à Rennes, on a 24 ans d'âge moyen sur le plateau. Et bien, c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Ils ont souvent raison, c'est ça le pire. Alors, par contre, ça, je le vois quotidiennement dans les équipes. C'est-à-dire que des gens, ils attendent tout ça. Ils ont beaucoup d'attentes avec l'entreprise. Mais par contre, finir après 5h30, ils ne veulent pas, quoi. Avoir un problème, bosser pendant midi, ou accepter les contraintes de l'entreprise, tout simplement, ils n'acceptent plus. Non, en fait, on crée un groupe de musique, je remets dans la position, on crée un groupe de jazz, donc on est exigeant avec soi-même, parce qu'on sait que les musiciens vont être exigeants avec soi-même, même si on est le leader. Par contre, on est exigeant avec les autres musiciens. Et ça marche très bien en musique. Si les musiciens ne sont pas exigeants avec eux-mêmes, s'ils ne sont pas rigoureux, rien ne sort. Hein. Voilà, ça avance pas, on ne fait pas de concert, on ne s'en sort pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la bienveillance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de l'écoute, mais ça veut dire qu'il faut un niveau d'exigence important. Et quand on constitue une équipe, à mon sens, aujourd'hui, on doit avoir un certain nombre d'exigences vis-à-vis des équipes, vis-à-vis de chaque collaborateur. Engagement, c'est un point qui est clé aujourd'hui dans l'agilité, on en parle beaucoup. Responsabilité, on en reviendra dessus. Du courage, de la transparence. Concentration et rigueur, ça marche magnifiquement bien avec la musique, mais avec l'informatique aussi. Ouverture, adaptabilité. Beaucoup de choses changent dans les entreprises aujourd'hui. Du respect, on reviendra dessus. Voilà, donc c'est dans les deux sens. Et quand on continue une équipe, on essaye de compléter un jazz band. On peut aussi parler de T-shape skills. Donc la barre du T qui descend, c'est l'expertise technique. La barre haute du T, c'est la capacité à travailler avec les autres. Alors ça, je vous ai illustré avec un jazzman, ça marche très bien. Hein. John Coltrane, 54, il rentre dans l'équipe de Miles Davis. Et il se fait virer 6 mois ou 1 an après parce qu'il est trop drogué. Alors ils étaient tous drogués à l'époque. Hein, il était juste plus drogué que les autres. Mais ça l'empêchait de travailler avec tout le monde et ça l'empêchait de. Alors pourtant, c'était probablement un des meilleurs saxophonistes de sa génération. Enfin, Miles Davis, c'était pas gouré, quoi. Pour preuve, quand il est sorti des Intox, il l'a récupéré 1 an après dans sa bande. Et ils ont fait un groupe absolument incroyable, le quintet de Miles Davis de l'époque, fin des années 50, c'est un truc absolument fou. Et à la sortie duquel John Coltrane est devenu un leader lui-même, a créé et passé au saxophone soprano, offert par Miles Davis. Et il a fait la carrière que vous connaissez peut-être ou sans doute, mais il a vraiment transformé la musique après. Donc ça, c'est vrai au quotidien. On met des tech leads sur des plateaux, par exemple. Moi, je préfère qu'un tech lead il soit un peu moins fort techniquement sur le plateau, mais qu'il ait une vraie capacité à communiquer, à travailler avec les autres. Parce que le gars qui est hyper pointu, mais qui reste derrière son ordinateur et qui parle à personne, j'en ai aussi, ça ne marche pas. C'est pas un tech lead et c'est pas ça qui tire l'équipe vers le haut et c'est pas ça qui tire le groupe de jazz vers le haut. Voilà. On peut avoir le plus grand des saxophonistes, John Coltrane dans son équipe, s'il cause à personne, qui fait pas grandir tout le monde, qui reste dans son coin, ça ne marchera pas. Et puis, dernier point clé, on va essayer de développer la motivation des collaborateurs. Donc, comment on va faire? Énormément de littérature sur le sujet.
On va essayer d'encourager l'initiative. Ça parle bien dans un groupe de musique. C'est-à-dire que chacun parle et dit bah, moi, je voudrais qu'on joue tel morceau, je voudrais qu'on joue ça de telle façon. Ah, ça peut être rigolo, on pourrait essayer de faire ça. Voilà, on écoute. On encourage le développement de compétences. Donc, quand il y en a des plus forts, il y a toujours des gens plus forts dans un groupe que d'autres. Plus de solfège, plus à l'aise, plus d'expérience, plus d'âge. Et ben voilà, les plus expérimentés aident les autres à grimper parce que, on reviendra dessus, mais c'est bien le travail de l'équipe qui est important. Et on donne du sens aussi, c'est-à-dire qu'ensemble, on va se donner du sens. Pourquoi on fait ça, comment on le fait. On va ensemble dire, on va faire un concert, on va faire tant de répétitions, on va jouer tant de minutes, on a tel objectif, faire un disque ou se produire à tel endroit. Voilà, on donne du sens à l'équipe de musiciens. De la même façon, dans ces équipes, on va essayer de donner du sens à ces équipes. Pourquoi on travaille comme ça? À quoi ça sert de passer en mode agile? Vous avez déjà posé la question à vos équipes, mais est-ce que ça a un intérêt de passer en agile? Et dernier point, quand on constitue l'équipe, ce qui est fondamental dans la musique, c'est que c'est l'ensemble, c'est le résultat de l'ensemble qui est important. Vous pouvez avoir un John Coltrane dans votre équipe. Si tous les autres musiciens jouent mal, ce ne sera pas bon au global. Et les gens n'écouteront pas, n'apprécieront pas. C'est bien le travail de l'ensemble de l'équipe qui a de la valeur. Et en musique, ça ne peut pas être plus vrai qu'en musique. Il suffit qu'il y ait un des musiciens qui se loupe pour que voilà, ce soit tout le résultat qui soit planté. Donc c'est vraiment essentiel, quand on constitue une équipe, au-delà de tout ce qu'on a pu voir, faire comprendre que ce n'est pas le travail individuel du musicien ou de l'ingénieur qui est le plus important, c'est le résultat de l'équipe. Et on voit beaucoup d'individualisme dans les sociétés aussi, des gens qui travaillent que pour eux, qui passent d'un service à l'autre, qui ne s'intéressent pas au résultat global. Ça ne marche pas en musique, et à mon sens, ça ne marche pas en agile non plus. Voilà. Alors voilà, on a une bonne équipe maintenant. On va poser un cadre. Donc le manager, il est fait pour quoi aujourd'hui? Dans un monde agile, dans une organisation agile, en Spotify, en Safe. Eh bien, il est là pour poser un cadre. Il est là pour poser les bases de travail de l'équipe. Donc il va falloir qu'il mette juste ce qu'il faut de règles. Un cadre léger, je l'expliquais tout à l'heure, juste ce qu'il faut de règles. Et définir les attentes et les objectifs pour tout le monde, pour que ce soit clair sur là où on va. Et juste ce qu'il faut de règles, ça veut dire, quand on met des frameworks légers type Scrum, moi je vois beaucoup après d'organisations qui remettent des couches de process, mais à la pelle, les unes après les autres. Et au final, quand on pose des questions, j'ai fait récemment, un développeur qui m'expliquait qu'il avait 20 façons différentes de livrer. Donc 20 processus différents de livrer, alors donc on met un framework léger et en fait, on noie les gens sous des processus. On perd l'essence de l'agilité quand on fait ça. C'est comme imaginer des jazzmen à qui on impose 50 règles de la même façon. 20 façons de livrer son morceau. Le musicien, le jazzman, il n'arrive plus à improviser, il est coincé. Ça devient une machine à sortir, une boîte à rythme pour la batterie, par exemple. Équipe auto-organisée, je vais rapidement, ça c'est quelque chose qui est très connu dans le monde agile, évidemment, donc je ne reviens pas dessus. Mais juste un point, ça marche tellement bien en musique. La plupart des groupes qu'on écoute quand on est adolescent ou adulte se sont montés, ils avaient 15 ans, dans leur garage, ils étaient auto-organisés, ils se sont développés, ils n'ont demandé rien à personne, et ils ont fait des choses magnifiques pour la plupart. Ça marche tellement bien. Alors ils peuvent être aidés, hein, ils peuvent avoir des bons leaders, ils peuvent avoir des coachs, etc., des boîtes de prod, avec des professionnels, des gens plus... Mais à la base, ils sont auto-organisés, ils n'ont demandé rien à personne pour faire les répétitions, pour travailler des morceaux, pour inventer des morceaux, pour inventer le rythme des morceaux, etc. Et c'est vraiment impressionnant l'auto-organisation, à quel point ça marche bien en musique. Confiance et respect. J'aime bien cette phrase de Miles Davis. L'essentiel n'est pas ce que vous jouez, mais comment vous le jouez. En jazz, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'on peut jouer à peu près n'importe quoi. Ce qui compte, c'est l'interprétation, c'est la façon dont on le joue. Au travail, c'est pareil. En fait, peu importe ce que vous faites, peu importe votre activité. Vous fassiez des logiciels aujourd'hui, vous changiez de service demain, beaucoup de gens qui changent de métier du jour au lendemain. Ce qui est important, c'est la façon dont vous le faites.
pas tellement la façon, c'est pas tellement ce que vous faites. Ça, vous le faites à instant T aujourd'hui, vous ferez autre chose demain et encore autre chose après-demain. Ce qui compte, c'est ça. C'est la façon dont Miles Davis jouait n'importe quoi. On entendait Miles Davis tout de suite. On savait que c'était lui. Et tout ça, ça impose évidemment confiance et respect dans un groupe de musique. Ça paraît naturel. On va pas... Alors même si les groupes en général éclatent parce que justement on perd cette notion de relationnel dans l'équipe, c'est essentiel pour fonctionner. Communiquer, je garde qu'un seul point, qui est, on pourra en parler beaucoup, accélérer la prise de décision. Je reviens sur le manager, que ce soit un musicien ou pas un musicien. Son objectif, à mon sens clé, c'est d'accélérer la prise de décision. Imaginez un groupe de musique, si vous mettez le même temps pour prendre une décision que dans votre entreprise, vous, je ne sais pas. En tout cas, moi, même dans la mienne, qui n'est pas une très grosse société, eh ben, on n'est pas prêt de faire un concert. Parce que quand il faut plusieurs semaines pour prendre une décision, voilà, on n'est pas prêt de savoir quel morceau on va jouer, où on va jouer, combien de temps on va jouer. Voilà. Pensez à redescendre le maximum, donc ça c'est préconisation agile standard, hein, pour redescendre au maximum au niveau de l'équipe les décisions qui peuvent l'être. Quand ça vient plus stratégique et moins urgent, ça peut être traité au-dessus, ça peut être fait par le management. Il y a des règles sur lesquelles on ne peut pas trop déroger, mais quand c'est au-dessus de l'équipe, il faut vraiment, et à mon sens le rôle du manager aujourd'hui il est là, il est accélérer la prise de décision et prendre des décisions. Il y a trop d'entreprises où les managers ne prennent pas de décision ou les laissent se faire trop lentement. Et dernier point, sur le cadre, il va falloir décloisonner. Il va falloir que j'accélère aussi. Décloisonner, on va briser les silos, on va faire du DevOps, on va travailler avec des maîtrises d'ouvrage, on va faire des équipes complètes. C'est déjà naturellement le cas en jazz, hein. Enfin en musique en général, il y a un bassiste, un batteur, voilà. Des fois il peut y avoir 2 guitaristes, 2 pianos, mais c'est plutôt rare. Mais il y a un membre de chaque équipe, hein. Il y a quelqu'un de la maîtrise d'ouvrage, il y a un testeur, il y a un développeur, il y a quelqu'un du marketing, il y a quelqu'un de la prod. C'est naturel en musique, décloisonner. Le jazz fait à peu près tous les styles de musique. La posture, donc là il y a énormément de choses à raconter là-dessus, il y a énormément de parallèles aussi entre la musique et le jazz et le management. Je vais garder quelques points clés. À mon sens, accepter l'erreur, c'est essentiel. C'est essentiel en musique. En musique, on n'apprend rien si on n'accepte pas l'erreur. Tous les musiciens le savent. Ils commencent par faire des choses très très mal pendant des semaines, des jours, des semaines, des mois, avant de réussir à le faire bien. Et même quand ils commencent à le faire la première fois en groupe, tous ceux qui ont joué dans un groupe se rappellent que on ne le fait pas nickel direct. En général, on fait une coquille ou deux et que les copains ils acceptent et ils en rigolent parce qu'eux-mêmes ils font des erreurs. Et si on accepte l'erreur, on progresse. Si on accepte l'erreur, on avance. Si on n'accepte pas l'erreur, on ne fait jamais de musique. Et à mon sens, dans les entreprises, si on n'accepte pas l'erreur, on ne progresse pas non plus. Deuxième point qui est propre au jazz, pour le coup, tout le monde doit être mis en valeur, chacun son tour. C'est une petite illustration musicale. Je vais vous poser la question, essayez de trouver l'instrument qui joue. Quel est cet instrument ? Trouve dans la salle? Ah non, pas une guitare. C'est une harpe, absolument. Je ne sais pas qui l'a entendu. Il a dit bravo. Et oui, on peut mettre du harpe, on peut faire du jazz avec une harpe. Là, avec une pianiste japonaise, très, très, très jeune et excellente. Et donc qui a intégré un harpiste dans son équipe. C'est un très joli morceau, je vous invite à écouter plus longuement, c'est que le début. C'est une reprise d'un morceau que vous connaissez sûrement, Libertango. Bref, en jazz, on valorise tout, la harpe y compris, tous les instruments sont valorisés, même des instruments traditionnellement pas mis en valeur, la batterie, la basse par exemple. Chaque musicien fait un solo, un chorus, chacun son tour, ou au moins plusieurs fois dans le concert.
On met en avant des musiciens qui ne sont pas traditionnellement mis en avant. Ici, la harpe dans l'exemple musical. Faites la même chose chez vous. Posez-vous la question, comment je valorise mes collaborateurs? Comment je valorise chaque membre de mon équipe? Est-ce que je le fais suffisamment? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais au bon tempo? Voilà. Responsabiliser, je passe très rapidement. Vous devez connaître Jürgen Appelo, Management 3.0. Il y a beaucoup de façons de déléguer. J'explique pas le Jürgen, je vous laisse aller voir si vous ne connaissez pas. Très intéressant. La responsabilisation, c'est essentiel. Bon, un musicien, quand il est dans un groupe, eh ben, il est responsable de son instrument, de ce qui est produit, de ce qu'il va faire tout le long du concert, tout le long de la répétition. C'est essentiel. Voilà. En vrac, parce qu'il y a énormément de points sur la posture du leader. Je vous en ai mis quelques-uns en complément de ce qu'on vient de voir. Une jolie photo de Marcus Miller, bassiste de jazz que j'aime beaucoup, qui, à mon sens, est un très bon exemple de leader moderne, parce que bon, je vous noterai que je ne mettrai pas Miles Davis ou Charlie Parker, qui était drogué, alcoolique, désagréable, voilà, pas tout à fait honnête. Donc c'était difficile de trouver un vrai leader au sens noble du terme, comme on le souhaite. Et moi, j'ai vu en concert ce monsieur. Je trouve que déjà c'est un musicien extraordinaire et qui met magnifiquement bien ses musiciens en valeur pendant ses concerts. C'est rare qu'il a été lancé par Miles Davis, hein, à 20 piges, il jouait avec Miles Davis, appelé par Miles Davis. Voilà. Un jour, il a reçu un coup de fil de Miles Davis chez lui, quoi. Son père lui passe. Tiens, c'est Miles Davis. Il était tout jeune, il va avoir 17 ou 18 ans. Et donc la posture du leader, donner du sens, on en a parlé, humilité, authenticité. Voilà. Quand vous voyez ce monsieur sur scène, vous sentez l'humilité, vous sentez qu'il est présent, alors que ce gars à 20 ans, il jouait avec Miles Davis. C'est assez étonnant. De l'optimisme, de l'énergie, voilà. Protéger l'équipe, savoir dire non, c'est aussi important, savoir dire non. Bel exemple de leader. Et puis dernier point, un leader, à mon sens, c'est fait pour générer des leaders. Oui, une petite photo, une petite illustration avec Charlie Parker au premier plan, Miles Davis derrière. Miles Davis, c'est un gamin. Bon, Charlie Parker n'est pas beaucoup plus vieux, il meurt très jeune, il a 27 ans, un truc comme ça. Mais Miles Davis a une toute petite vingtaine d'années. Et c'est son padawan, comme diraient les jeunes aujourd'hui. Et quelques années après, ça deviendra un des plus grands musiciens de la seconde moitié du XXe siècle. Et qui sera, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là, c'est probablement le leader de jazz qui a généré le plus de leaders. Je parlais de John Coltrane tout à l'heure, j'en parlais à l'instant encore avec Marcus Miller, mais il en a généré un très très grand nombre sur tous les instruments. Tous les gens qui passaient par l'école Miles Davis devenaient eux-mêmes après des leaders. Et c'est vraiment très significatif. Donc, pour faire le parallèle avec vos équipes ou dans votre activité, trouvez le Miles Davis dans vos équipes. Alors, on va essayer de rythmer tout ça. Très rapidement, on est dans la musique, hein, donc on est manager d'un petit groupe. On a choisi l'équipe, on en a parlé, on a mis le cadre. Voilà, c'est pas mal. On a changé de posture, on a essayé d'avoir une posture différente avec ses musiciens, naturel en musique, mais beaucoup moins au travail. Et maintenant, on va falloir mettre un peu de rythme. 3 points clés. Le premier, ça va être de dire on met un tempo soutenable. Là, on est dans Scrum, rien de nouveau. Mais en musique, c'est assez parlant parce que quand vous travaillez un morceau avec des musiciens, vous devez le savoir si vous êtes musicien, on commence toujours par le rythme qui est le plus bas pour le musicien le rythme le moins rapide pour que tous les musiciens puissent suivre. Voilà. Il y en a toujours un qui aura un peu plus de mal que les autres, et on va se mettre à son rythme, au plus lent, pas au plus rapide. Si on part tous à balle, c'est sûr, les autres musiciens ne suivent pas, on ne fait pas de musique. Donc c'est un réflexe, voilà, on joue lentement, et puis on accélérera quand tout le monde sera prêt. Et quand celui le plus lent aura plus travaillé sa partition et y arrivera plus rapidement. Vos bureaux, c'est pareil. Au bureau, il faut mettre un rythme soutenable à ces équipes, mais il faut aussi se baser sur qu'est-ce qu'on arrive à faire au plus lent. Pas accélérons après, mais déjà démontrons une capacité de faire de la qualité, travailler intelligemment.
à un rythme soutenable et lent, s'il le faut. Il faut accepter la lenteur. Et là, le manager doit être capable d'accepter. On accélérera après. Et alors, si on a le bon tempo, après, l'exercice, il est le suivant. Je vous laisse écouter, vous allez reconnaître. Là, si vous ne connaissez pas. Le son n'est pas fou, mais vous aurez reconnu Take 5. Et c'est un exemple, c'est le milieu intro, parce que en termes de swing, c'est un modèle de swing. Une petite photo du batteur, d'ailleurs, Joe Morello, qui était aveugle, violoniste à la base, et qui n'a jamais lu une partition de sa vie, par cécité. C'est pas ça qui est essentiel, c'est une fois qu'on a bien un bon rythme, quand des musiciens jouent bien, on le sent. Ah. Bah oui, mais en fait, le chrono, on l'a lancé avec un quart d'heure d'écart. Je suis désolé. Donc il me reste un quart d'heure, quoi. Donc je vais essayer d'abréger, si j'ai bien compris. Donc sur le swing, c'est quand les gens, d'un regard, ils se comprennent. Je fais le parallèle. C'est quelque chose de sensible. Quand on est capable de fonctionner, de se comprendre et de travailler avec intelligence au quotidien, là on swing. Donc on a mis le bon rythme et après on est capable de travailler un peu différemment, mais c'est quelque chose de très difficile qui se ressent. C'est quelque chose de sensible, c'est pas quelque chose de factuel. Alors je vais accélérer. Si vous voulez, faut se tromper. Tout à l'heure on a dit faut se tromper, faut accepter l'erreur, mais il faut se tromper vite. Si vous voulez accélérer, plus vous vous tromperez vite, plus vous apprendrez vite. Tout musicien le sait. Et puis on doit rester focus. On doit éviter d'écouter les sirènes autour. On doit rester concentré sur ses objectifs, tels des musiciens qui ont un concert à faire. Ils ne vont pas essayer de commencer 10 nouveaux morceaux. Dernier chapitre que je vais devoir abréger, si j'ai bien compris. Le jazz permet d'innover tous les jours. Innover, c'est apprivoiser l'inconfort, parce que c'est très inconfortable d'improviser en musique en général. C'est déjà pas très confortable de jouer devant du public. Mais alors en plus, quand il faut improviser, là, c'est le cauchemar. Et en fait, changer dans une entreprise, évoluer, c'est aussi compliqué. C'est un vrai changement de posture, c'est un inconfort quotidien. Mais en fait, plutôt que se dire, je vais essayer de retrouver une position de confort, parce que sinon je ne suis pas bien, en fait, il faut apprivoiser l'inconfort comme le jazzman apprivoise l'inconfort de l'improvisation. Je vous laisse méditer, mais c'est essentiel. Parce qu'en général, les gens essayent de retrouver une situation de confort, de retrouver leurs réflexes, et dans leur organisation, dans leur entreprise. Créer une culture de l'innovation, on n'improvise pas du jour au lendemain, on crée une culture de l'improvisation en jazz, c'est une vraie culture, c'est long à mettre en place, c'est beaucoup de travail. Dans l'entreprise, de la même façon, on doit créer une culture de l'innovation, c'est beaucoup de travail, et c'est une culture, et on n'innove pas du jour au lendemain, on ne met pas un baby-foot à l'entrée, des bonbons sur la table, et on dit, voilà, allez-y les jeunes, innovez. C'est comme si je vous dis là, allez-y, prenez un instrument de musique, improvisez. Ça ne marchera pas. C'est des années. Je zappe malheureusement l'excellent morceau de Fun Trio que je vous invite à écouter, qui est très bien. Et la créativité, c'est pour tous, dans toutes les équipes. Le travail en équipe, le travail à plusieurs, ça n'est jamais une perte de temps. Une petite illustration avec John Coltrane dans la deuxième partie de sa carrière et M. Ellington. On voit que c'est plus un gamin, c'est deux stars. Ils travaillent encore ensemble, ils font encore du travail collectif, ils font encore du pair programming. Si eux le font, je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas de valeur dans nos entreprises avec des gens d'un moindre niveau. Réinventer l'existant, alors je vais malheureusement devoir zapper. Est-ce que vous connaissez cette introduction-là? Ça ne vous dit rien? Innover, c'est ça, c'est réinventer l'existant. Ça, c'est un morceau d'origine équivalent d'un vieux téléphone
qu'on va transformer en iPhone. C'est-à-dire c'est la même chose, hein. Un téléphone, ça envoie ça a des applications dessus. À gauche, et l'iPhone, ça téléphone et ça a des applications dessus. Bon, voilà, c'est pareil. On prend un morceau très connu de l'époque, et puis on en fait une version. Vous ne reconnaissez pas? Il y a le titre devant. Voilà, oula, il y a les deux musiques en même temps là. On va passer. Voilà. Donc, c'est réinventer l'existant. Je vais très vite, parce qu'on me l'a demandé. Et l'exemple de Miles Davis, c'était une belle... c'était Autumn Leaves, Les Feuilles Mortes, morceau des années 50 que tout le monde connaît. Peut-être pas les plus jeunes, mais repris par Miles Davis. Voilà. Réinventer l'existant, c'est ça. Et puis, avant la conclusion, une petite anecdote. Quand on a mis tout ça en place, qu'on est un bon manager, qu'on a sélectionné la bonne équipe, qu'on a mis le cadre, qu'on a changé de posture, qu'on a innové, et ben, on arrive à ça. M. Sonny Rollins, très grand saxophoniste de jazz, qui en 1954 est rentré dans un studio, a demandé à Miles Davis et d'autres très très bons musiciens. Et Miles Davis se tourne vers lui, disant, mais au fait, on joue quoi? Tu as un truc? Et il n'avait rien. Et du coup, il dit, bah, attends, il prend un bout de papier, il prend un coin, il écrit 3 notes, quelques accords. Et il dit, bon, on va jouer ça. Et après, ils enregistrent quasiment à la première prise de l'album. Parce que Miles Davis, en général, enregistrait la première prise, il voulait garder la fraîcheur. Et ils ont fait un album magnifique. C'est comme ça qu'il a écrit Oléo, par exemple, qui est un des morceaux clés phares de Sonny Rollins. Et là, on arrive du coup à la magie, c'est-à-dire co-construction, travail intelligent, intelligence collective amenée au maximum, des gens extrêmement pointus sur le plan technique. On tire le meilleur de chacun, on a l'essence de ce que peut produire un groupe de musiciens de très haut niveau. C'est ça, c'est le Graal qu'on voudrait avoir dans nos entreprises et avec nos équipes. Voilà, une fois qu'on a mis la culture de l'agile. Alors c'est un travail de longue haleine, et c'est beaucoup de travail, mais on arrive à quelque chose de magique. De la même façon. Conclusion, très rapidement. Si on fait une petite synthèse, on met une équipe de haut niveau, motivée et responsabilisée, un cadre léger qui s'améliore en permanence, un vrai changement de posture pour le manager, on met du swing, et tout le monde doit faire des expériences si on veut pouvoir innover. Je vous remercie et désolé pour le petit problème technique.